90% des familles échouent dans le partage des tâches ménagères parce qu'elles commettent cette erreur psychologique que personne ne veut admettre. Tu penses que j'exagère? Laisse-moi te raconter l'histoire de Sophie. Sophie, mère de 3 enfants, passe 4 heures par jour à nettoyer sa maison. 4 heures. Pendant ce temps, son mari regarde la télé et ses enfants jouent aux jeux vidéo. Elle bout de rage, mais elle continue. Pourquoi? Parce qu'elle a intégré le mensonge le plus dangereux de notre société, que certaines personnes sont naturellement responsables du ménage et d'autres non. Sais-tu quelle est la vraie cause principale des conflits familiaux? Ce n'est pas l'argent comme tout le monde le croit, c'est qui fait ménage. Les statistiques sont terrifiantes, 68% des disputes de couple portent sur les tâches domestiques. Pas sur l'éducation des enfants, pas sur les finances, mais sur qui va vider le lave-vaisselle. Tu te reconnais dans cette situation. Tu rentres chez toi après une journée épuisante et la première chose que tu vois, c'est le chaos. Les chaussettes traînent partout, la vaisselle s'accumule et personne ne semble s'en soucier. Tu exploses, tu cries, tu te transformes en tyran domestique et après tu culpabilises parce que tu penses être trop exigeant. Mais voici la vérité qui dérange, tu n'es pas trop exigeant. Tu es victime d'un système qui programme inconsciemment les familles à échouer. Ce système repose sur une croyance toxique transmise de génération en génération, l'idée qu'il existe des personnes naturellement ordonnées et d'autres naturellement désordonnées. C'est complètement faux. Aucun enfant ne naît en se disant « moi je ne rangerai jamais ma chambre ». Aucun adulte ne se lève le matin en pensant « aujourd'hui, je vais laisser ma femme faire tout le ménage ». Pourtant, c'est exactement ce qui se passe dans la majorité des foyers. L'erreur psychologique dont je te parle, c'est de croire que la motivation vient de l'extérieur. Tu penses qu'il suffit de récompenser ou de punir pour que les gens changent leur comportement. Tu donnes de l'argent de poche en échange du ménage. Tu menaces de retirer les privilèges si la chambre n'est pas rangée. Tu supplies, tu négocies, tu implores. Résultat, ça marche pendant une semaine, peut-être 2. Puis tout revient comme avant. Pire encore, tu as créé une dépendance. Maintenant, ils ne font le ménage que s'il y a une récompense à la clé. Tu es devenu un distributeur automatique de corvées. Mais laisse-moi te révéler quelque chose qui va te choquer, tes enfants et ton conjoint ne sont pas paresseux. Ils ont simplement appris à être invisibles dans leur propre maison. Ils traversent le salon sans voir les miettes sur le canapé. Ils passent devant l'évier plein de vaisselle sans le remarquer. Ils montent les escaliers en enjambant les vêtements sales. Cette cécité sélective n'est pas naturelle. Elle est apprise. Et si elle peut être apprise, elle peut être désapprise. Tu veux savoir pourquoi ton fils de 12 ans peut passer 6 heures d'affilée à construire une ville dans Minecraft avec une précision chirurgicale, mais il est incapable de ranger sa chambre en 10 minutes? La réponse va t'étonner. Dans le jeu vidéo, il est le propriétaire de son univers. Chaque décision compte, chaque action a des conséquences visibles. Il ressent une fierté profonde à voir sa création grandir. Mais dans sa chambre réelle, il n'est qu'un locataire forcé. Il subit les règles sans comprendre pourquoi elles existent. La différence entre faire des tâches et prendre soin de son foyer, c'est la différence entre être un employé et être un propriétaire. L'employé fait le minimum syndical. Le propriétaire investit son âme. Voici ce qui va révolutionner ta façon de voir les choses. Le problème n'est pas que ta famille refuse de t'aider. Le problème, c'est qu'elle ne se sent pas concernée par l'état de la maison. Pour eux, c'est ton obsession, pas la leur. Tu as involontairement créé une hiérarchie invisible où tu es le chef du ménage et eux sont tes subordonnés. Cette dynamique est vouée à l'échec parce qu'elle génère de la résistance. Personne n'aime recevoir des ordres, même déguisés en demandes polies. Et si je te disais qu'il existe une technique utilisée par les psychologues pour enfants qui peut transformer cette dynamique en moins d'une semaine? Une technique si puissante que tes enfants vont commencer à te demander quelles tâches ils peuvent faire. Cette technique s'appelle le transfert d'appropriation émotionnelle. Elle consiste à faire passer chaque membre de la famille du statut de aidant à celui de gardien d'une partie de la maison. Mais attention, ce n'est pas simplement assigner des zones ou des tâches. C'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus puissant. Imagine que ta fille de 8 ans se sente personnellement responsable de la beauté du salon. Pas parce que tu le lui as demandé, mais parce qu'elle a développé un attachement émotionnel à cet espace. Elle remarque quand quelque chose cloche. Elle ressent une satisfaction profonde quand tout est parfait. Elle éprouve une fierté authentique à montrer son salon aux invités. C'est exactement ce qui se passe quand tu appliques cette technique correctement. Tu transformes la corvée en mission personnelle. Tu remplaces l'obligation par l'inspiration. Mais voici le piège que 95% des familles ne voient pas venir. Même si tu réussis à motiver tout le monde au début, le système va s'effondrer au bout de quelques semaines si tu ne maîtrises pas le principe de durabilité psychologique. Car il ne suffit pas d'allumer la motivation, il faut la maintenir vivante. Et pour ça, il y a un secret que les familles qui réussissent connaissent et que les autres ignorent complètement. Le secret de durabilité psychologique réside dans une vérité que les psychologues connaissent depuis des décennies mais que personne n'applique dans le contexte familial. Le problème n'est pas la paresse de ta famille, c'est l'absence totale d'appropriation émotionnelle. Laisse-moi te prouver à quel point cette révélation est puissante avec l'histoire de Marc, père de 2 adolescents. Marc était convaincu que ses fils étaient des cas désespérés. L'aîné 15 ans laissait traîner ses affaires partout. Le cadet 13 ans ne voyait même pas quand sa chambre ressemblait à un champ de bataille. Un jour, Marc a décidé de faire une expérience. Il a donné à chaque fils un budget de 100 € pour décorer sa chambre comme il le souhaitait. Pas pour ranger, pour décorer, pour personnaliser, pour s'approprier. Résultat, en une semaine, leur chambre était devenue des sanctuaires. Pas parce que Marc l'avait exigé, mais parce qu'ils avaient développé une fierté de propriétaire. Quand on aime quelque chose, on en prend soin naturellement. Mais voici la partie qui va te bouleverser. Pourquoi ton fils de 12 ans peut-il passer 6 heures d'affilée à jouer aux jeux vidéo avec une concentration laser, mais il est incapable de plier ses vêtements en 10 minutes? La réponse va détruire tout ce que tu crois savoir sur la motivation.
Dans le jeu vidéo, il n'obéit à personne. Chaque décision vient de lui. Chaque action lui appartient. Il ressent une satisfaction immédiate quand il réussit quelque chose. Il a le contrôle total sur son univers. C'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, l'envie qui vient de l'intérieur. Mais quand tu lui demandes de plier ses vêtements, tu actives sa motivation extrinsèque, celle qui dépend de récompenses ou de punitions extérieures. Tu lui dis quoi faire, comment le faire et quand le faire. Il devient un robot qui exécute tes ordres. Voici ce qui va te choquer. Les neurosciences ont prouvé que la motivation extrinsèque tue littéralement la motivation intrinsèque. Plus tu récompenses quelqu'un pour faire quelque chose, moins il aura envie de le faire spontanément. C'est pour ça que ton système de récompense échoue systématiquement. Tu crois motivé, mais tu détruis la motivation naturelle. Tu transformes des êtres humains créatifs en machines à obéir. Pense à Marie, mère de 4 enfants, qui a testé cette théorie sans le savoir. Elle avait l'habitude de donner 2 € à ses enfants chaque fois qu'ils faisaient la vaisselle. Ça marchait. Puis un jour, elle a oublié de payer. Plus personne n'a touché à la vaisselle. Elle avait créé une dépendance. Mais regarde ce qui s'est passé quand elle a changé d'approche. Au lieu de payer pour la vaisselle, elle a commencé à demander à ses enfants comment ils aimeraient organiser la cuisine. Elle les a impliqués dans les décisions. Elle leur a donné du pouvoir. Résultat, ils ont commencé à faire la vaisselle sans qu'elle le demande. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient l'impression de prendre soin de leur cuisine, pas de la cuisine de maman. Cette différence est cruciale. Quand tu appartiens à quelque chose, tu en prends soin. Quand tu subis quelque chose, tu résistes. Voici l'erreur que 90% des parents commettent. Ils pensent que leurs enfants sont motivés par les mêmes choses qu'eux. Faux, complètement faux. Toi, tu es motivé par un foyer propre, parce que tu associes l'ordre à la paix mentale. Tes enfants, eux, sont motivés par le sentiment d'importance, de compétence et d'autonomie. Ils ont besoin de sentir qu'ils comptent, qu'ils sont capables et qu'ils ont le choix. C'est exactement pour ça que ton fils peut passer des heures à perfectionner sa technique dans un jeu de foot virtuel. Mais il abandonne au bout de 5 minutes, quand tu lui demandes de ranger sa chambre. Dans le jeu, il progresse. Il devient meilleur. Il a un objectif clair. Dans sa chambre, il fait juste ce qu'on lui dit. Laisse-moi te révéler quelque chose qui va te mettre en colère. L'école a formaté tes enfants pour devenir des exécutants passifs. Pendant des années, on leur a dit quoi faire, comment le faire, quand le faire. Ils ont perdu l'habitude de prendre des initiatives. Et toi, sans t'en rendre compte, tu perpétues ce système à la maison. Tu donnes des ordres déguisés en demandes gentilles. Tu fixes des règles sans expliquer pourquoi elles existent. Tu traites des êtres humains intelligents comme des animaux de compagnie bien dressés. Voici ce qui va te surprendre. Tes enfants ne détestent pas le ménage. Ils détestent être contrôlés. Ils ne fuient pas les responsabilités. Ils fuient l'impression d'être des servants. Pense à ton propre comportement. Est-ce que tu aimes qu'on te dise comment organiser ton bureau ? Est-ce que tu apprécies qu'on critique ta façon de faire la cuisine ? Non. Tu veux avoir le contrôle sur ton environnement. Tes enfants aussi. Maintenant, imagine que tu puisses transformer cette résistance en collaboration. Imagine que tes enfants deviennent des partenaires dans la gestion de la maison au lieu d'être des employés réticents. C'est exactement ce qui arrive quand tu comprends la différence entre l'autorité et l'influence. L'autorité impose. L'influence inspire. L'autorité crée de la résistance. L'influence crée de l'engagement. Voici l'exemple le plus frappant que je connaisse. Julie, mère de 3 enfants, était épuisée de répéter les mêmes consignes chaque jour. Un matin, elle a décidé d'arrêter de donner des ordres. À la place, elle a posé une question. Comment pourrait-on organiser notre maison pour que chacun se sente bien chez lui ? Cette simple question a changé toute la dynamique. Ses enfants ont commencé à proposer des solutions. Ils ont pris possession du problème. Ils sont devenus des acteurs au lieu d'être des spectateurs. En 2 semaines, sa maison était plus ordonnée qu'elle ne l'avait jamais été. Pas parce que Julie avait trouvé la bonne punition ou la bonne récompense, mais parce qu'elle avait réveillé la motivation intrinsèque de ses enfants. Mais attention, cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a un piège psychologique que 75% des familles ne voient pas venir. Un piège qui peut faire échouer même la stratégie la plus brillante. Ce piège, c'est la tentation de reprendre le contrôle dès que les choses ne vont pas exactement comme tu l'avais prévu. C'est l'envie de revenir aux anciennes méthodes dès que tu vois un chaussette qui traîne. Parce que voici la vérité. Lâcher le contrôle sur les détails, c'est la seule façon de garder le contrôle sur l'essentiel. Et l'essentiel, ce n'est pas d'avoir une maison parfaite. C'est d'avoir une famille qui travaille ensemble vers un objectif commun. Mais comment faire concrètement ? Comment passer de la théorie à la pratique sans que tout explose ? Il existe une technique utilisée par les psychologues qui peut transformer cette dynamique en moins de 21 jours. Une technique si puissante que même les adolescents les plus rebelles commencent à participer spontanément. Cette technique existe bel et bien, et elle va bouleverser tout ce que tu crois savoir sur la dynamique familiale. Mais avant de te la révéler, je dois te faire prendre conscience d'une différence fondamentale que 92% des familles ignorent complètement. Il y a un monde entre faire des tâches et prendre soin de son foyer. Un monde psychologique si profond que quand tu le comprendras, tu ne regarderas plus jamais ta famille de la même façon. Laisse-moi te raconter l'histoire de Thomas, père de 2 enfants qui pensait avoir tout essayé. Tableau de récompenses, punitions, négociations, menaces, supplications. Rien ne marchait. Ses enfants faisaient le strict minimum, et encore, seulement quand il les harcelait. Un jour, Thomas a eu une révélation en observant son fils de 10 ans jouer avec ses Legos. Cet enfant pouvait passer 3 heures à construire une ville parfaite, en prenant soin de chaque détail. Il nettoyait ses pièces, les rangeait par couleur, protégeait ses créations comme des trésors. Mais la même journée, ce même enfant a laissé traîner ses chaussettes sales au milieu du salon. Comment est-ce possible ? Comment peut-on être si méticuleux avec ses Legos et si néglige avec le reste ? La réponse est simple, les Legos lui appartiennent émotionnellement. Le salon appartient à papa et maman.
Voici ce que Thomas a compris ce jour-là. Il avait passé des années à transformer ses enfants en employés de maison. Il leur donnait des ordres, fixait des deadlines, contrôlait leur travail. Il avait créé une hiérarchie où lui était le patron et eux les subordonnés. Mais un employé fait le minimum syndical. Un propriétaire investit son âme. Cette différence entre faire des tâches et prendre soin de son foyer, c'est la différence entre l'obéissance et l'engagement, entre subir et choisir, entre être dirigé et être inspiré. Quand tu demandes à ton enfant de faire le ménage, tu actives son cerveau d'employé. Il pense corvée, obligation, contrainte. Il calcule le minimum d'efforts nécessaires pour éviter les ennuis. Mais quand tu l'amènes à prendre soin de son foyer, tu actives son cerveau de propriétaire. Il pense responsabilité, fierté, appartenance. Il investit son énergie créative dans la solution. Voici l'exemple le plus frappant que je connaisse. Sarah, mère de 3 enfants, était au bord de la dépression nerveuse. Sa maison était un chaos permanent. Elle passait ses journées à courir derrière ses enfants pour qu'ils ramassent leurs affaires. Un psychologue lui a suggéré une expérience radicale. Pendant une semaine, elle devait arrêter complètement de donner des ordres liés au ménage. À la place, elle devait poser des questions ouvertes sur l'état de la maison. Au lieu de dire range ta chambre, elle demandait comment te sens-tu dans cet espace. Au lieu de fais la vaisselle, elle demandait qu'est-ce qui rendrait notre cuisine plus agréable. Les premiers jours ont été difficiles. Ses enfants étaient désorientés. Ils attendaient les ordres habituels. Mais progressivement, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ils ont commencé à voir leur maison avec des yeux différents. Sa fille de 12 ans a remarqué que le salon était plus chaleureux quand il était rangé. Son fils de 9 ans a réalisé que cuisiner était plus agréable quand les plans de travail étaient libres. Ils ont commencé à agir non pas parce qu'on leur disait quoi faire, mais parce qu'ils voulaient se sentir bien chez eux. En 3 semaines, la maison de Sarah était transformée. Pas parce qu'elle avait trouvé la bonne punition ou la bonne récompense, mais parce qu'elle avait réveillé l'instinct de nidification de ses enfants. Cet instinct, nous l'avons tous. C'est le besoin profond de créer un environnement qui nous ressemble, qui nous apaise, qui nous inspire. Mais la plupart des parents étouffent cet instinct en imposant leurs propres standards sans laisser de place à l'expression personnelle. Voici ce qui va te surprendre. Tes enfants ont des idées sur l'organisation de la maison. Ils ont des préférences, des besoins, des solutions créatives. Mais tu ne leur demandes jamais leur avis. Tu leur épouses tes décisions. C'est exactement ce qui s'est passé avec David, père de 4 enfants. Il avait décrété que chaque enfant devait faire son lit tous les matins. Résultat, guerre quotidienne. Cris, pleurs, négociations épuisantes. Puis un jour, il a posé une question simple. Comment pourrait-on organiser vos chambres pour que vous vous sentiez bien en vous réveillant? Les réponses l'ont stupéfait. Son fils aîné voulait dormir dans un lit non fait parce qu'il trouvait ça plus confortable. Sa fille voulait que son lit soit parfait parce qu'elle aimait l'ordre. Les jumeaux voulaient des lits superposés pour gagner de la place et créer un espace de jeu. David a réalisé qu'il imposait une règle arbitraire qui ne correspondait aux besoins de personne. Il a adapté ses attentes aux personnalités de chacun. Résultat, plus de conflits. Chacun prenait soin de son espace à sa façon. Cette approche personnalisée, c'est le secret que les psychologues utilisent depuis des décennies. Ils ne traitent pas tous les enfants de la même façon. Ils s'adaptent à la personnalité unique de chacun. Mais voici la partie révolutionnaire. Que se passerait-il si je te disais qu'il existe une technique utilisée par les psychologues infantiles qui peut faire que ta famille te demande de faire plus de tâches? Pas moins. Plus, cette technique s'appelle l'inversion de la demande. Au lieu de demander à tes enfants de t'aider, tu les amènes à te proposer leur aide. Au lieu de leur assigner des tâches, tu les laisses choisir comment contribuer. Voici comment ça marche. Imagine que tu rentres chez toi et que tu dis à haute voix « Je me demande comment on pourrait rendre cette cuisine plus accueillante pour tout le monde ». Pas d'ordre, pas de reproche, juste une réflexion partagée. Tes enfants vont commencer à regarder la cuisine différemment. Ils vont voir les solutions au lieu de voir les problèmes. Ils vont proposer des idées. Et quand on propose une idée, on a envie de la voir réalisée. C'est exactement ce qui est arrivé à Marine, mère de 2 adolescents. Elle en avait assez de répéter « sortez la poubelle tous les soirs ». Un jour, elle a simplement dit « je réfléchis à la façon dont on pourrait tous contribuer à garder notre maison agréable ». Son fils de 15 ans a proposé un planning tournant pour les poubelles. Sa fille de 13 ans a suggéré de créer un système de rappel. Ils ont organisé eux-mêmes la solution. Et depuis, ils appliquent leur propre système sans qu'elle ait besoin de rappeler quoi que ce soit. Pourquoi ça marche? Parce que le cerveau humain est programmé pour défendre ses propres idées. Quand tu imposes une solution, tu crées de la résistance. Quand tu laisses les autres trouver la solution, tu crées de l'engagement. Mais attention, cette technique ne fonctionne que si tu acceptes de perdre le contrôle sur les détails. Tu dois accepter que leur façon de faire ne soit pas exactement comme tu l'aurais fait. C'est là que 70% des parents échouent. Ils disent vouloir de l'aide, mais ils veulent que cette aide soit fournie exactement selon leurs standards, avec leur méthode, à leur rythme. Résultat, ils sabotent leurs propres efforts. Ils critiquent, ils reprennent, ils perfectionnent. Ils transforment l'aide spontanée en performance évaluée. Voici la vérité difficile à accepter. Si tu veux que ta famille prenne soin de son foyer, tu dois accepter que ce foyer ne soit pas exactement comme tu l'aurais voulu. Tu dois choisir entre le contrôle total et l'engagement authentique. Mais comment faire concrètement pour éviter que ce système s'effondre au bout de quelques semaines? Comment maintenir cette dynamique positive sur le long terme? Il existe un principe secret que les familles qui réussissent maîtrisent parfaitement, mais que les autres ignorent complètement. Ce principe secret, c'est la fusion de 2 techniques révolutionnaires, les rôles familiaux et la gamification émotionnelle. Mais attention, ce que je vais te révéler va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris sur l'organisation familiale. Commence par oublier les plannings de tâches, oublie les récompenses en argent, oublie les punitions. Tout ça appartient à l'ancien monde. Le nouveau monde fonctionne avec des identités, pas avec des corvées.
Laisse-moi te présenter la famille Rodriguez. Il y a 6 mois, c'était l'enfer. Elena, la mère, était épuisée. Carlos, le père, était frustré. Leurs 3 enfants, Sofia, 14 ans, Miguel, 11 ans, et Lucia, 8 ans, vivaient comme des invités dans un hôtel où maman était la femme de chambre. Puis Elena a découvert le système des rôles familiaux. Au lieu d'assigner des tâches, elle a créé des identités. Sofia est devenue la gardienne du bien-être familial. Miguel est devenu le maître de l'ordre et de la beauté. Lucia est devenue la ambassadrice de la joie de vivre. Remarque bien, pas de tâches spécifiques, pas de liste de corvées, juste des identités puissantes qui donnent du sens à leurs actions. Sofia, en tant que gardienne du bien-être familial, a commencé à remarquer quand quelqu'un semblait fatigué. Elle préparait des tisanes, organisait des moments de détente, s'assurait que chacun se sentait bien à la maison. Le ménage est devenu un moyen de prendre soin de sa famille, pas une obligation. Miguel, maître de l'ordre et de la beauté, a développé un œil artistique pour l'arrangement des espaces. Il ne rangeait pas par obligation, il créait de l'harmonie. Il était fier de montrer comment il avait organisé le salon pour qu'il soit plus accueillant. Lucia, ambassadrice de la joie de vivre, s'est mise à décorer la maison avec ses dessins, à organiser des petites surprises pour la famille, à maintenir une ambiance positive. Même nettoyer devenait un jeu quand elle le faisait en musique. Voici ce qui s'est passé. En 3 semaines, la maison Rodriguez était transformée. Pas parce que Kilena avait trouvé la bonne méthode pour faire obéir ses enfants, mais parce qu'elle avait réveillé leur besoin profond de contribuer de façon significative à quelque chose de plus grand qu'eux. Maintenant, voici la partie gamification émotionnelle. Oublie les points et les tableaux. La vraie gamification ne fonctionne pas avec des récompenses externes. Elle fonctionne avec des émotions internes. Chaque rôle familial a ses propres victoires émotionnelles. Sofia ressent de la fierté quand sa famille se sent bien grâce à elle. Miguel éprouve de la satisfaction quand les invités complimentent la beauté de la maison. Lucia rayonne de joie quand elle voit sa famille sourire grâce à ses initiatives. Ces émotions sont plus puissantes que n'importe quelle récompense matérielle. Elles créent une dépendance positive. Tes enfants deviennent accros à ces sentiments de contribution et d'importance. Voici comment tu peux appliquer ce système dès aujourd'hui. D'abord, observe chaque membre de ta famille. Qu'est-ce qui les passionne naturellement? Qu'est-ce qui les rend fiers? Quelles sont leurs forces cachées? Ton fils aime les défis techniques? Il pourrait devenir le maître de l'efficacité domestique, chargé de trouver des solutions créatives pour optimiser l'organisation de la maison. Ta fille adore les jolies choses? Elle pourrait devenir la créatrice d'ambiance, responsable de faire de chaque espace un lieu où on a envie de vivre. Ton conjoint est perfectionniste? Il pourrait devenir le garant de la sérénité, celui qui s'assure que la maison reste un havre de paix pour toute la famille. L'idée géniale, c'est que chaque rôle se complète naturellement. Ils ne se marchent pas dessus. Ils collaborent vers un objectif commun, créer un foyer où chacun se sent bien. Mais voici l'astuce que 85% des familles ratent. Tu dois célébrer l'identité, pas la performance. Quand Sofia prépare une tisane pour son père fatigué, tu ne dis pas merci d'avoir fait la vaisselle. Tu dis, tu es vraiment une gardienne du bien-être exceptionnelle. Cette différence est cruciale. Tu renforces qui elle est, pas ce qu'elle fait. Tu ancres l'identité dans sa personnalité profonde. Regarde ce qui s'est passé avec la famille Martin. Ils ont appliqué ce système il y a 4 mois. Leur fils Antoine, 12 ans, était le roi de la procrastination. Il pouvait regarder la poubelle déborder pendant des jours sans la sortir. Ses parents ont découvert qu'Antoine adorait résoudre des problèmes complexes. Ils l'ont nommé architecte des solutions pratiques. Son rôle, identifier les problèmes d'organisation dans la maison et proposer des améliorations. Antoine s'est passionné pour ce rôle. Il a créé un système de rotation des poubelles. Il a réorganisé le garage. Il a optimisé le rangement des courses. Il ne faisait plus des corvées. Il résolvait des défis intellectuels. Voici le secret. Quand tu alignes les tâches sur la personnalité profonde de quelqu'un, ça devient naturel. Ça coule de source. Il n'y a plus de résistance. Maintenant, passons à la gamification émotionnelle avancée. Chaque famille a besoin de rituels qui renforcent ce nouveau rôle. Pas des récompenses, des rituels. La famille Rodriguez a institué le conseil des gardiens tous les dimanches soirs. Chaque membre partage ses victoires de la semaine dans son rôle. Sofia raconte comment elle a aidé Miguel à se sentir mieux après une mauvaise journée. Miguel montre les améliorations qu'il a apportées à sa chambre. Lucia présente ses nouvelles créations pour décorer la maison. Ces moments ne sont pas des évaluations, ce sont des célébrations. La famille reconnaît et honore la contribution unique de chacun. Voici ce qui se passe au niveau psychologique. Chaque membre développe une identité positive liée à la maison. Ils ne subissent plus le foyer, ils le co-créent. Mais attention, il y a un piège énorme que 70% des familles ne voient pas venir. Ce système peut sembler magique au début. Tout le monde est motivé. L'ambiance est excellente. La maison est impeccable. Puis au bout de 2 semaines, comme tous les autres systèmes, ça commence à s'essouffler. Les rôles deviennent routiniers. L'enthousiasme diminue. Les anciennes habitudes reprennent le dessus. Pourquoi ? Parce que tu as commis l'erreur fatale que 93% des familles commettent. Tu as cru que la motivation était suffisante. Tu as négligé le facteur le plus important, la psychologie de l'engagement à long terme. Voici la vérité que personne ne te dit. Créer un nouveau système est facile. Le maintenir vivant, c'est un art. Et cet art repose sur un principe psychologique que les familles qui réussissent maîtrisent parfaitement. Ce principe s'appelle l'escalade d'engagement positif. Au lieu de laisser les rôles devenir routiniers, tu dois les faire évoluer constamment. Tu dois créer des défis progressifs qui maintiennent l'excitation. Sophia, après 3 semaines en tant que gardienne du bien-être, a eu envie d'un nouveau défi. Ses parents l'ont promue coordinatrice du bien-être familial. Elle a commencé à organiser des activités pour renforcer les liens familiaux. Miguel est devenu directeur artistique de la maison. Il a commencé à réaménager les espaces selon les saisons, à créer des ambiances thématiques. Lucia a évolué vers ambassadrice de la joie et de la créativité. Elle a commencé à organiser des
différence, les rôles ne sont pas figés, ils évoluent, ils grandissent avec la personne. Ils offrent des perspectives de développement, mais même avec cette évolution, il reste un défi de taille. Comment éviter que ce système s'effondre quand la vraie vie reprend le dessus, quand les examens arrivent, quand le travail devient stressant, quand les vacances perturbent les habitudes? Comment transformer ce système temporaire en mode de vie permanent? Il existe un secret final que les familles qui réussissent sur le long terme connaissent, un secret si puissant qu'il peut résister à tous les obstacles de la vie quotidienne. Ce secret final, c'est le principe de l'orgueil collectif. Et quand tu vas comprendre à quel point c'est puissant, tu vas réaliser pourquoi toutes tes tentatives précédentes ont échoué. L'orgueil collectif, ce n'est pas de l'égoïsme familial, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est le sentiment partagé que votre famille a créé quelque chose d'exceptionnel ensemble, quelque chose dont vous pouvez être fiers collectivement. Laisse-moi te raconter l'histoire de la famille Dubois. Il y a un an, c'était le chaos total. Catherine, la mère, était au bord de l'épuisement. Ses 4 enfants, Emma, 16 ans, Lucas, 14 ans, Chloé, 11 ans et Nathan, 8 ans, vivaient comme des locataires indifférents dans leur propre maison. Catherine a appliqué le système des rôles familiaux. Ça a marché pendant un mois, puis l'école a repris. Les activités se sont multipliées, le stress est revenu. Et progressivement, tout est retombé dans l'ancien schéma. Pourquoi ? Parce que Catherine avait oublié l'ingrédient le plus important, créer une identité collective dont toute la famille puisse être fière. Voici ce qui a tout changé. Un soir, Catherine a organisé une soirée révélation. Elle a invité sa sœur et ses parents à dîner. Mais au lieu de se contenter de recevoir, elle a présenté sa famille comme une équipe exceptionnelle. Emma est notre experte en création d'ambiance. Regardez comme elle a transformé notre salon en havre de paix. Lucas est notre génie de l'organisation. Il a révolutionné notre façon de gérer les courses et les repas. Chloé est notre ambassadrice de la joie. Grâce à elle, notre maison respire la bonne humeur. Nathan est notre petit architecte des solutions. Il trouve des astuces géniales pour optimiser nos espaces. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit ce soir-là. Les 4 enfants ont vu leur famille à travers les yeux des invités. Ils ont entendu les compliments, ils ont ressenti la fierté de faire partie d'une famille exceptionnelle. Cette soirée a créé ce que j'appelle l'effet miroir collectif. Pour la première fois, ils ont eu une image positive de leur famille en tant qu'équipe. Ils ont réalisé qu'ils étaient capables de créer quelque chose de beau ensemble. Depuis cette soirée, maintenir leur rôle n'était plus un effort. C'était une façon de préserver cette identité collective dont ils étaient fiers. Voici la vérité psychologique fondamentale. Les êtres humains ont un besoin viscéral d'appartenir à quelque chose de plus grand qu'eux. Quelque chose qui leur donne une identité positive. La plupart des familles ne créent jamais cette identité collective. Elles restent des groupes d'individus qui cohabitent. Mais quand tu crées consciemment une identité familiale forte, tout change. Regarde ce qui s'est passé avec la famille Moreau. Ils ont créé leur identité autour du concept de famille laboratoire. Leur maison est devenue un lieu d'expérimentation constante pour améliorer leur qualité de vie. Chaque membre teste de nouvelles façons d'organiser, de décorer, d'optimiser leurs espaces. Ils partagent leurs découvertes. Ils s'entraident pour perfectionner leurs techniques. Ils sont fiers de leur capacité collective à innover. Cette identité les unit autour d'un objectif commun. Ils ne font plus le ménage par obligation. Ils expérimentent de nouvelles façons de prendre soin de leur laboratoire familial. Voici comment tu peux créer cette identité collective dans ta propre famille. D'abord, trouve ce qui rend votre famille unique. Qu'est-ce qui vous distingue des autres? Quelles sont vos forces combinées? Peut-être que votre famille excelle dans l'accueil. Vous pourriez devenir la famille qui crée des souvenirs inoubliables pour tous ceux qui franchissent votre porte. Peut-être que votre famille est créative. Vous pourriez devenir la famille qui transforme les espaces ordinaires en œuvres d'art vivantes. Peut-être que votre famille est pratique. Vous pourriez devenir la famille qui trouve des solutions géniales aux défis du quotidien. L'important, c'est que cette identité soit authentique. Elle doit refléter qui vous êtes vraiment. Elle doit vous rendre fier d'être cette famille-là. Maintenant, voici la partie rituelle familiale. Pour ancrer cette identité collective, tu as besoin de moments réguliers qui la renforcent. Pas des réunions ennuyeuses, des rituels qui nourrissent votre fierté partagée. La famille Dubois a institué le showcase du dimanche. Chaque semaine, ils présentent à tour de rôle une amélioration qu'ils ont apportée à la maison. Pas pour être évalués, pour être célébrés. Ces moments créent ce que j'appelle l'effet amplification positive. Chaque succès individuel devient un succès collectif. Chaque amélioration renforce l'identité de la famille. Voici ce qui se passe au niveau neurologique. Quand tu appartiens à un groupe dont tu es fier, ton cerveau libère des hormones du bonheur. Tu développes une addiction positive à cette appartenance. Tu fais tout pour la préserver. C'est exactement ce mécanisme que les équipes sportives utilisent. Pourquoi un joueur de football court-il jusqu'à l'épuisement? Pas pour son salaire, pour l'honneur de son équipe, pour préserver l'identité collective dont il est fier. Ta famille peut développer le même type d'engagement, mais seulement si tu crées consciemment cette identité collective. Voici l'erreur que 88% des familles commettent. Elles se focalisent sur les problèmes individuels au lieu de construire une force collective. Elles passent leur temps à corriger les défauts au lieu de célébrer les qualités. Le résultat, chaque membre de la famille se sent jugé, critiqué, insuffisant. Personne n'a envie de contribuer à quelque chose qui le fait se sentir mal. Mais quand tu inverses cette dynamique, quand tu crées un environnement où chacun se sent valorisé et fier d'appartenir à cette famille, tout change. Les comportements positifs se renforcent naturellement. Voici l'exemple le plus frappant. La famille Bertrand était connue dans le quartier pour son désordre. Leur maison était un chaos permanent. Les voisins chuchotaient. Les enfants avaient honte d'inviter leurs amis. Ils ont décidé de transformer cette réputation. Ils ont créé l'identité de famille transformation. Leur mission?
Prouver qu'on peut passer du chaos à l'harmonie en quelques semaines. Cette mission leur a donné un objectif commun. Ils ne rangeaient plus pour faire plaisir à maman. Ils transformaient leur réputation. Ils prouvaient leur capacité collective à réussir un défi. En 6 semaines, leur maison était méconnaissable. Mais plus important encore, leur identité familiale était transformée. Ils étaient fiers de ce qu'ils avaient accompli ensemble. Maintenant, voici la question que tu dois te poser. Es-tu prêt à arrêter de subir ta famille pour commencer à la construire? Es-tu prêt à passer du rôle de surveillant à celui d'architecte d'une identité collective? Parce que voici la vérité. Tant que tu restes dans le rôle de celui qui donne des ordres, tu resteras celui qui porte toute la charge. Tu seras toujours le seul responsable de l'état de la maison. Mais quand tu deviens l'architecte d'une identité collective, tu transformes chaque membre de ta famille en co-responsable. Ils ne t'aident plus, ils co-créent. Voici ton défi. Pendant les 21 prochains jours, arrête de demander à ta famille de faire des tâches. Commence plutôt à construire une identité collective dont vous pourrez tous être fiers. Jour 1 à 7, observe les forces naturelles de chaque membre. Identifie ce qui les passionne vraiment. Jour 8 à 14, crée des rôles qui correspondent à ces forces. Transforme les corvées en missions identitaires. Jour 15 à 21, institue des rituels qui célèbrent vos succès collectifs. Crée des moments de fierté partagés. Au bout de ces 21 jours, tu auras 2 options. Soit tu continues à être le seul responsable du ménage dans ta famille. Soit tu deviens le leader d'une équipe qui prend soin de son foyer avec fierté. Alors, dis-moi, es-tu prêt à transformer ton foyer en 21 jours? Ou préfères-tu rester celui qui nettoie pendant que les autres regardent? Le choix t'appartient. Mais souviens-toi, tes enfants grandissent, ils vont bientôt créer leur propre foyer. Quelle image veux-tu qu'ils gardent de la vie de famille? Celle d'une personne épuisée qui fait tout? Ou celle d'une équipe qui crée ensemble quelque chose de beau? Ta décision d'aujourd'hui va influencer la façon dont ils organiseront leur propre famille demain. C'est ça, le vrai enjeu. Pas juste une maison propre, mais un héritage de collaboration et de fierté collective. Alors, qu'est-ce que tu choisis?